De demander à chacune des personnalités auditionnées de prêter serment. Je rappelle, et je l'ai fait à chaque fois, qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotées des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Si vous le souhaitez, vous pourriez introduire notre échange par un propos liminaire. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, éclairer, mais alors de loin, la Commission, puisque, contrairement à l'idée qui est répandue, ni le Président ni le directeur du CNAPS n'ont le pouvoir ni de délivrer, ni de retirer des cartes. La construction qui a été faite pour le CNAPS avec l'inspecteur général de l'administration, M. Berlioz, a été justement de faire en sorte que l'outil soit le plus décentralisé possible et le moins soumis possible à toute tentation ou toute tentative de délivrer ou de retirer des cartes pour des raisons qui ne sont pas expressément prévues par le législateur ou le pouvoir exécutif lorsqu'il exerce sa mission réglementaire. Et donc, ce sont des présidents de commissions locales qui sont soit des magistrats, soit des préfets, qui exerce cette mission, et la commission d'appel, la commission nationale d'agrément et de contrôle, est, comme ceci a été indiqué précédemment, sous l'autorité conjointe d'un membre du Conseil d'État et d'un magistrat de la Cour de cassation, alternativement l'un ou l'autre, mais personne d'autre. Et le pouvoir exercé par le président du CNAPS, nous avons fait en sorte qu'il ne puisse pas être membre de la commission d'agrément et de contrôle dans une stricte séparation des pouvoirs, telle qu'elle a été d'ailleurs imposée au fil des ans pour toutes les autorités ayant un pouvoir disciplinaire. Car le CNAPS exerce à la fois une mission de police administrative, une fonction d'ordre professionnel et des missions de sanction non seulement disciplinaires mais financières, dans des conditions qui ont été prévues dans certains cas par le législateur, dans d'autres cas plus ou moins bricolés, et dans certains cas avec des difficultés d'exercice. C'est le cas par exemple pour la mission de retrait en urgence des cartes, mission qui n'existe pas, alors que le collège du CNAPS la réclame de manière régulière, bien avant le cas qui vous a intéressé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pouvions par exemple délivrer des sanctions financières, mais nous ne pouvions pas les percevoir, ni vérifier qu'elles l'étaient. Nous pouvions délivrer des interdictions d'exercice ou des suspensions pour les entreprises, mais sans pouvoir les faire appliquer. Et pour un très grand nombre d'enquêtes qui dépassent la simple consultation des fichiers, et encore pas tous, nous devons relever d'une mission qui se rajoute à celles innombrables qui sont confiées aux policiers, aux gendarmes ou aux autorités des services de renseignement dans le cas de processus de radicalisation qui peuvent interférer. Donc nous avons à la fois beaucoup de missions, des pouvoirs alternatifs et beaucoup de contraintes dans l'exercice, en tout cas dans le contrôle de l'exercice réel de ces pouvoirs. Et donc, nous sommes dans cette configuration qui vous a été, je crois, expliquée par le directeur, le dernier directeur en titre, mais pas l'actuel, je ne crois pas en tout cas, mais qui pourrait lui-même vous expliquer depuis la création du CNAP ce qu'est la difficulté de l'exercice de cette institution un peu baroque, un peu hybride, qui a moins de pouvoir que l'ordre des médecins, mais qui a plus de compétences, qui a quelques limites à son exercice. Donc le législateur comme le gouvernement ont fait beaucoup d'efforts pour rattraper le retard et nous mettre en situation d'être plus efficaces ou plus compétents. La Cour des comptes, lors d'un rapport récent, a indiqué à la fois tout ce qu'étaient les déficiences du CNAPS, mais en indiquant qu'elles ne répondaient pas à la problématique du CNAPS lui-même, mais des pouvoirs qui lui sont confiés ou des moyens qui lui sont attribués. Et donc c'est un assez long travail, puisque l'ensemble du processus législatif, évidemment, prend du temps, même s'il s'agit de corriger un oubli d'une demi-phrase dans un coin ou un titre dans un autre. Nous n'avions pas, par exemple, pas de code de déontologie obligatoire. C'est l'inspection générale de l'administration et le collège du CNAPS eux-mêmes qui ont souhaité se l'appliquer à lui-même. Nous avons à la fois des catégories très complexes de population, puisque chez les détectives privés, nous avons à la fois des salariés de cabinets de détectives et des professions libérales, qui ne se traitent évidemment pas de la même manière et qui nous le font bien d'ailleurs savoir
quand nous sommes dans des processus, par exemple, de contrôle de la réalité de la concurrence, et notamment de la concurrence étrangère sur le territoire national du fait de la virtualisation, les frontières se sont beaucoup estompées. Et puis nous avons ce que l'État nous impose, notamment ce qui est les agréments et les habilitations par équivalence, ou encore récemment, il y a quelques semaines, un nouveau texte impose d'accueillir et d'intégrer des personnels issus du monde militaire dans des conditions extrêmement allégées, ce qui n'est pas toujours la position du collège du CNAPS, qui en général est plus sévère ou plus strict, ou considéré comme tel, que l'idée que l'État se fait de notre mission pour beaucoup de sujets. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer comme arrière-fond général sur à la fois l'ampleur des missions et les limites de l'exercice de ces missions, eu égard à la complexité de la volonté à la fois du législateur dans certains cas et du gouvernement dans l'autre. Merci de ce propos liminaire, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Monsieur le professeur, je vais vous poser plusieurs questions. La première est factuelle et nonobstant ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous avez donc été directeur du CNAPS, exercé des missions au sein de cet organisme, les conditions dans lesquelles une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ont été attribués à M. Alexandre Benalla vous paraissent tout à fait régulières? Même chose pour les demandes de carte professionnelle d'agent de sécurité privée et d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée et d'autorisation d'exercer la direction d'une entreprise attribuées à M. Vincent Crase. M. Boer. Alors, du point de vue de la réglementation, de la législation et des textes qui ont été produits par le législateur et l'autorité réglementaire, les autorisations initiales de M. Benalla ont été faites par le préfet, représentant direct de l'État. Il n'y avait pas d'institution collégiale pour le délivrer. Son renouvellement de carte s'est fait dans la plus parfaite régularité. Sa demande d'habilitation et d'agrément s'est faite après la fin de mon mandat, mais pour ce que j'en sais, aurais-je été président du CNAPS à cette époque, rien ne se serait opposé à sa délivrance. La délivrance de la carte de M. Crase s'est faite parfaitement dans les mêmes règles et dans le même respect strict des textes, et son refus d'agrément dirigeant s'est fait dans le strict respect des textes, c'est-à-dire l'absence de constitution d'un dossier complet. Oui. Le fait que M. Benalla soit adjoint au chef de cabinet du président de la République. Il ne l'était pas en 2014. Oui, mais après n'a pas posé de questions relatives à une demande d'agrément pour exercer. Je n'ai pas souvenir que le statut des non-fonctionnaires contractuels de droit public s'oppose à cette possibilité, à la fois parce qu'un agrément, il y a 325, peut-être un peu moins 1000 cartes professionnelles, dont seulement 150 000 actifs, les autres ne le sont pas. C'est l'activité qui pose problème. La carte vous donne juste une autorisation d'exercer, mais ne garantit pas l'exercice de cette possibilité. C'est la même chose pour les agréments dirigeants. C'est une autorisation de devenir dirigeant, ce n'est pas le fait que vous soyez dirigeant. Et malheureusement, la réglementation ne prévoit rien d'autre que ce qui est déjà le cas actuellement. Je vous ai imprimé ici une demande de carte professionnelle, au cas où. Si ça m'intéressait. Voilà. Et vous noterez qu'à la fin de cette demande de carte professionnelle, le collège a mis en place une attestation qui interdit et qui rappelle des interdictions de cumul d'emploi avec les fonctions publiques, qui prévoit Code de la défense, droits et obligations des fonctionnaires, cumul d'activités des fonctionnaires, et qui demande expressément et qui rappelle à celui qui nous pose la question qu'il exerce ou pas l'activité, qu'il lui est interdit de l'exercer dans les cadres où la loi lui interdit expressément de le faire. Nous sommes par contre face à une difficulté, je le remets très formellement à la main d'un de vos rapporteurs ou à la main du président. Nous sommes par contre face à une difficulté. Un militaire, un fonctionnaire de police, un fonctionnaire public qui prévoit sa retraite dans 6 mois ou dans 1 an peut parfaitement, à ce titre, demander
une demande de carte et d'habilitation et n'exercer qu'au moment où il n'est plus dans l'interdiction de cumul. Il peut par ailleurs parfaitement demander à exercer le cumul, notamment s'il est employé à mi-temps ou dans toute une série de dérogations qui existent dans le Code général de la fonction publique, qui s'est, de ce point de vue-là, beaucoup élargi et assoupli au fil des ans. Et donc, il faut le traiter au cas par cas. Par ailleurs, comme ceci vous a été indiqué, je crois, précédemment, nous contrôlons normalement les cartes tous les 5 ans. C'est ce que faisaient les préfectures. Depuis les problématiques générales, notamment de lutte antiterroriste et des processus dits de lutte contre la radicalisation, nous avons fait un contrôle général avant l'Euro 2016 pour des raisons qui paraissaient légitimes à tous. Nous faisons désormais un contrôle général de l'ensemble des cartes tous les 2 ans. Je dis bien l'ensemble des cartes, 300 et quelques mille. Plus celles que nous délivrons tous les ans, environ 100 000, puisque le rythme de renouvellement s'accélère, et que le taux de rotation de la profession de la sécurité privée, notamment dans le gainage, est supérieur à 70%. Donc 70% des agents changent soit d'emploi, soit d'employeur tous les ans, ce qui amène un taux de rotation considérable et donc une activité permanente du CNAPS en plus du pic qui arrivent tous les 5 ans, des reprises d'activité à temps partiel, des compléments d'activité en cas de besoin majeur. Imaginons les Jeux Olympiques, par exemple. C'est un sujet totalement majeur où le niveau de préparation reste aujourd'hui encore très faible par rapport aux besoins qui va s'exercer et où probablement l'ensemble de la population titulaire d'une carte va revenir. À ce moment précis, si le CNAPS suit les instructions qui ont été données au moment de l'Euro 2016, eh bien, toutes les cartes vont devoir être revisitées avant l'ouverture du processus préalable aux Jeux Olympiques et toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, ceci explique l'ampleur du dispositif nécessaire pour fonctionner. Mais l'existence, tant qu'elle n'est pas publiée au journal officiel dans ce cas précis, et d'ailleurs, nous ne sommes peut-être pas au courant de l'activité exacte de M. Benalla à l'Élysée, mais je ne suis pas sûr que grand monde savait très exactement ce qu'il y faisait avant que la presse et les commissions d'enquête décident de révéler ce qu'était la réalité de ces contrats. À ma connaissance, le fait qu'il ne l'indique pas et la situation exacte devait être regardée au vu de exactement ce qu'il faisait, des horaires qu'il faisait, mais l'interdit absolu en termes de Code général de la fonction publique, à ma connaissance, ne s'appliquait pas à son cas. Par ailleurs, ne se serait pas appliqué à son cas. Pardon. Merci. Alors, deuxième question, avec l'autorisation du président. Oui. La demande. Oui, elle est accordée. Va porter sur une question plus générale. Et là, je voulais vous interroger en tant que spécialiste reconnu des questions de sécurité. Il y a 2 entités à l'Élysée chargées de la sécurité et de la protection du président de la République. Le GSPR et le commandement militaire. Les personnels exerçant les missions dans ces 2 organismes ou ces 2 entités relèvent du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense en co-tutelle pour ceux qui sont militaires. Il a été dit par M. Benalla dans le journal du dimanche que par rapport à ce qui pouvait être un projet, par rapport auquel nous ne savons pas très exactement le rôle qu'il jouait puisque nous avons plusieurs versions, il y avait une opposition du ministère de l'Intérieur. Quelle est votre appréciation sur le rapport des personnels qui s'occupent de sécurité à la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur ou de la Défense? Il me semble que depuis le début de la Ve République, ces personnels appartiennent et sont gérés par ces ministères, qu'il y a donc un lien. Y a-t-il des cas où on imagine dans des sociétés démocratiques que ce lien n'existe pas? Et quelle appréciation auriez-vous sur une évolution de ce lien dans le sens d'une plus grande autonomie des personnels qui exerceraient la protection du président de la République et sa sécurité? Monsieur Boer.
Alors, la sécurité d'un chef d'État se gère toujours dans des configurations qui sont propres à l'histoire de chaque pays ou à l'évolution de cette histoire. Au gouvernement, le président des États-Unis était protégé par une société privée qui s'appelait Pinkerton. Après en avoir perdu 2 ou 3, il a été considéré plus utile de créer un service, le Secret Service, qui a 2 missions, la protection du président des États-Unis et la lutte contre la fausse monnaie. Cet organisme est placé sous l'autorité du secrétaire général de la présidence, enfin de la Maison-Blanche, mais avec une dépendance administrative et fonctionnelle qui relève en partie du département de la justice, en tout cas budgétaire. Mais c'est une très grande autonomie. Vous avez des régiments de garde présidentielle dans beaucoup de pays et des mercenaires et des sociétés privées dans d'autres. Chacun fait un peu comme il veut ou comme il peut pour des raisons qui sont liées à la confiance, la stabilité, l'instabilité des dispositifs de sécurité ou une longue tradition de coups d'État où le sergent-chef machin remplaçait l'ancien caporal truc en fonction de considérations locales, où ce qui se passe dans notre ex-empire colonial montre une certaine forme d'instabilité chronique, mais le Commonwealth britannique a connu ces mêmes difficultés, et c'est un reste malheureux de la manière dont la stabilité de ces pays s'est mise en place. En France, curieusement, il y a d'abord un épisode très instable qui est entre la Libération et 1958, où on passe d'une absence d'organisation structurée claire et où, à part l'institution garde républicaine qui ressemble à l'outil de protection des institutions, il n'y a pas d'outil véritablement clair, autour du général de Gaulle et dans la partie qui va aller jusqu'à la fin des événements d'Algérie, puisque la détermination exacte de guerre d'Algérie semble toujours complexe. Oui. Il y a là l'apparition d'unités paramilitaires, de dispositifs qui ne sont pas tout à fait prévus par la Constitution ou la réglementation. Ensuite, on revient à une situation plus républicaine au moment où la paix civile s'installe, jusqu'à 1983, et la création du GSPR, qui a été au fil du temps plus policier que gendarme ou plus gendarme que policier, sous la même dénomination. Quant au commandant militaire, il appartient à l'institution qui protège tous les édifices publics. Et pour prendre un exemple, je n'ai pas souvenir qu'il y a un groupe de sécurité du Premier ministre qui pourrait parfaitement se justifier dans le cadre de l'organisation actuelle de la Ve République, parce que ça n'a pas semblé nécessaire, et pourtant le Premier ministre est aussi bien protégé, je le pense, que le Président de la République, mais dans un autre style de configuration. Les choix qui peuvent être faits sont extrêmement divers. La mise en cohérence d'un outil de sécurité est un enjeu majeur, et il est assez difficile d'avoir un outil qui s'occupe du fixe et un outil qui s'occupe du mobile, chacun sous un chef différent et avec une organisation complexe. Enfin, je précise que dans les missions qui relèvent des responsables politiques élus, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a le fait de savoir qui les protège lorsqu'ils sont candidats, et être protégé par le ministre de l'Intérieur de la majorité sortante quand vous êtes dans l'opposition est toujours un sujet compliqué, qui amène en général des accommodements où on essaye de trouver des policiers ou des gendarmes républicains, mais ayant une sorte d'appartenance connue au camp d'en face, pour permettre à la fois que l'État fasse son travail en protégeant les candidats, tout en faisant en sorte que les candidats aient le sentiment d'être en confiance, et que les policiers ou les gendarmes qui sont mis à leur disposition ne fassent pas un rapport tous les soirs au ministre de l'Intérieur sur tout ce qu'ils ont fait, dit et pensé durant la journée. C'est un sujet de confiance, et donc il y a des accommodements républicains relativement connus. D'ailleurs, la presse se fait l'écho de qui assume la sécurité du candidat ou des candidats de l'opposition, en montrant bien que ça s'est fait dans une sorte de cohérence générale, ou qu'il y a un refus d'ailleurs du candidat en question en disant je ne veux pas d'agent public parce que je veux être sûr de mon entourage. Et il y a donc des services d'ordre. Et les organisations politiques disposent toutes, syndicales aussi d'ailleurs, de services d'ordre dont certains ont des missions de protection rapprochée extrêmement développées, qu'on a d'ailleurs toujours vues dans les campagnes présidentielles, et surtout pour les candidats les plus exposés ou les plus à même de gagner l'élection. En arrivée au pouvoir, la question se pose de la cohabitation
Alors vous pouvez être Nelson Mandela, qui amène son unité de sécurité qui vient directement de ce qu'on appelait la lance de la nation, l'espace le plus dur de l'ANC, et qui explique aux officiers bourgs qui dirigeaient le gouvernement blanc et ségrégationniste d'Afrique du Sud que désormais il ferait cause commune. Il faut être Nelson Mandela, mais voilà, ça a fonctionné, et donc il a intégré ces unités, un peu d'ailleurs comme beaucoup d'officiers de la résistance se sont trouvés intégrés dans les institutions de l'État avec reconnaissance de leurs titres gagnés dans la clandestinité au moment où l'État républicain s'est rétabli après le régime de la collaboration. Vous avez le processus de dire, bon, maintenant c'est fini, donc on est dans une logique d'État, donc toi tu restes au siège du parti, et désormais l'État républicain assume sa fonction. C'est le cas du secret de service américain. Il n'y a pas de contractuel de sécurité privée auprès du président des États-Unis, il n'y en a pas auprès du Premier ministre de Grande-Bretagne, il n'y en a pas auprès de la chancelière d'Allemagne. Je n'ai pas connaissance qu'il y en ait d'ailleurs dans aucun des pays de l'Union européenne ayant un régime démocratique. Il y a une stricte séparation, mais on peut avoir à son cabinet, au sens de l'appareil politique, quelqu'un qui s'occupe dans la partie des déplacements de la partie, on va dire, semi-privée ou semi-politique, et qui a une fonction simplement de lien local qui peut exister. Mais les choses sont clairement définies et déterminées. Et puis vous avez des pays où c'est très exactement l'inverse. Le spoil system est ainsi fait qu'en fait on ne fait confiance à personne, et donc une équipe privée vient prendre le relais pour assurer la sécurité exacte et immédiate du chef de l'État. Ces choix sont à la libre expression de... Nous sommes une démocratie qui a une vieille histoire. Je pense que la cohérence visant à ce qu'il n'y ait que des agents publics autour du président de la République, mais sous un commandement unique, a du sens, parce que je ne vois pas très bien comment on peut à la fois assurer la sécurité résidentielle et la sécurité des déplacements avec deux commandements, deux séparations, deux unités. Mais c'est un point de vue rationnel qui ne rentre pas toujours en ligne de compte au moment où on fait des choix plus personnels. Merci de cette réponse, Monsieur Bauer. Madame, à moins que Monsieur Sueur ait encore une question, non. Madame Jourda. Oui, c'est une question également d'ordre général, comme celle de mon collègue co-rapporteur. Vous indiquez à l'instant, et c'est exact, que la sécurité s'assure différemment selon l'histoire de chaque pays. Alors, ma question porte évidemment sur la France et sur l'appréciation que vous pouvez avoir du développement des activités de sécurité privée et du développement aussi des missions que l'on peut confier aujourd'hui à des agents de sécurité privée. Bien, le plus grand paradoxe de la situation, c'est que la sécurité privée résiste avec détermination à la volonté de l'État de lui confier des missions toujours plus nombreuses et qui dépassent très largement à la fois les limites que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont rappelées à plusieurs reprises. Je pense tout particulièrement à la voie publique et je pense spécifiquement à la garde, transfert et hospitalisation des détenus. L'État a décidé depuis longtemps unilatéralement, alors il faut le savoir, l'État a créé la sécurité privée en France, c'est une action déterminée du préfet de police de la Seine, qui s'appelle désormais Paris, qui a créé la première société parisienne de surveillance, qui était une société avec des agents supplétifs qui avaient des missions assez spécifiques sur les habitations bon marché, ancêtres des HLM, et sur la mise en place d'outils de transport qui étaient un peu compliqués, qui était le métropolitain, parce que c'était souterrain et un peu difficile à gérer. Vous voyez, 1900, rapport du préfet de la Seine devant le conseil municipal de Paris, rien de nouveau sous le soleil, hélas, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc il avait besoin d'agents supplétifs et il s'est dit on va créer une société parisienne de surveillance qui permettra de recycler quelques gardiens de la paix et surtout d'avoir une espèce de force annexe pour s'occuper de tout ce qui ne m'intéresse pas vraiment et qui est en général statique, peu dynamique et qui n'avait pas d'intérêt. Et est née ainsi l'histoire de la surveillance et du gardiennage. Les détectives, c'est une histoire plus ancienne, due essentiellement à l'action de M. Vidocq, lui-même issu contractuel de la sécurité publique de la préfecture de police et qui intervenait, lui, essentiellement sur la fraude boursière, car ça venait de se développer. La police d'État n'y voyait, enfin, comprenait pas l'intérêt que ça pouvait avoir. Les polices locales encore moins. Il a trouvé un marché et c'était le premier bureau du renseignement universel. Et puis, peu à peu, on a vu développer toute une série de missions au fur et à mesure où l'État a décidé de se retirer. Car en fait, la sécurité privée en France n'existe que quand l'État se retire.
L'État dit « je ne veux plus assurer la protection du transport de fonds », bon, eh ben, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Alors on demande à la Poste de créer une filiale, puis on dit les étrangers vont peut-être, enfin les étrangers ou d'autres qui ont une spécificité vont peut-être s'installer, et donc la sécurité et le transport de fonds s'installent, et ça fait donc désormais une trentaine d'années qu'il y a des agents de sécurité privée armés, contrairement à ce que tout le monde raconte, plusieurs milliers. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a aucune, entre guillemets, bavure recensée de ces agents. Ils se font plus souvent tirer dessus qu'ils ne tirent sur des gens. Mais en tout cas, ils sont présents, ils sont là et ça fait très longtemps. La troisième catégorie a été les ports et transports. Alors, il se trouve que j'étais à l'époque avec Michel Rocard à Matignon, et donc deux lois ont prévu la privatisation et la sous-traitance du contrôle et de la surveillance des passagers et des bagages dans les ports, puis dans les aéroports, puis élargi aux ports maritimes, 90. Puis les stadiers sont arrivés dans une configuration un peu complexe, et peu à peu, l'État a créé de nouveaux dispositifs, jusqu'au moment où il a imaginé qu'il pouvait encore élargir le champ en ouvrant par exemple la garde armée des navires. Alors, la garde armée des navires se fait hors territoire national, mais pose des problèmes qui étaient que les navires français n'étaient donc plus gardés que par des anglo-saxons, avec les problématiques de souveraineté que ça imposait pour une partie importante de la flotte. Ensuite s'est posé le problème des gardes armées. Le préfet Sellet était optimiste en disant que c'était interdit, puisque la créativité bureaucratique du ministère de l'Intérieur était sans limite, puisque si les gardes armés étaient interdits dans l'exercice de leurs fonctions d'agents de protection rapprochés, ils avaient le droit de porter une arme, car le simple fait qu'ils soient à côté d'une cible les autorisait à demander l'arme pour eux, parce qu'ils étaient à côté de la personne qu'ils devaient protéger. Et donc, en fait, il y avait une centaine de personnes qui étaient armées en France dans des conditions de légalité extrêmement contestables. Et c'est après l'affaire Charlie Hebdo que le gouvernement a décidé de sortir de l'ambiguïté, du bricolage et de ce qui était toléré, y compris pour des accompagnants de personnalités étrangères qui n'étaient pas eux-mêmes agents publics et donc hors des conventions internationales diplomatiques de protection des dirigeants en visite, qui a permis de sortir de ce flou et de cette ambiguïté avec le fameux texte qui va enfin prochainement entrer en application. De la même manière, il existe des gardes armés sur des entreprises d'État qui sont désormais semi-privatisées et qui, pour des raisons de souveraineté nationale ou d'enjeux comme le nucléaire par exemple, protègent certaines installations. Donc il y a un grand bricolage qui a été fait. Tout ça appartient à un espace où il y a une sorte de consensus général sur les limites de l'exercice. Là où il n'y a pas consensus et où l'État est souvent demandeur dans des conditions qui me paraissent extraordinairement dangereuses, c'est la protection de la voie publique et la garde, le transfert et l'hospitalisation des détenus et tout ce qui relève de l'administration pénitentiaire. Ce sont des pulsions dont j'espère qu'elles sont résistibles, mais qui prennent régulièrement l'État, qui a une vision assez large de tout de ce dont il pourrait se débarrasser au bénéfice de la sécurité privée, et je tiens à le dire, dont le collège du CNAPS, en tout cas, avec les représentations de toutes les organisations professionnelles, a déjà expliqué à plusieurs reprises à l'unanimité qu'il n'en voulait pas. Merci beaucoup, Monsieur Grosdidier. À moins que, pardon, Monsieur Sueur. À propos du port d'armes, vous paraît-il justifié que parmi le personnel de l'Élysée, titulaire ou contractuel, d'autres personnes que celles appartenant au commandement militaire et au GSPR soient détenteurs d'un port d'armes? Alors, il y a deux réponses à votre question. La première réponse est n'importe qui peut demander un port d'armes. N'importe qui. Nous le savons. Voilà, donc c'est un sujet qui nécessite de revoir la question du port d'armes au sens de l'appréciation personnelle qui est faite à chaque demande individuelle de port d'armes. Deux, de manière opérationnelle. Le plus sûr moyen d'avoir un accident, un assassinat ou une bavure, c'est de créer des commandements différents avec des individus appartenant à des chaînes différentes, ayant des pratiques différentes, une formation différente, une compétence différente, au même endroit, tous avec des moyens létaux. Donc la réponse est, à titre individuel, je ne vois aucune autre difficulté que l'appréciation qui est faite d'une demande personnelle de port d'armes. À titre opérationnel, la réponse est il ne peut y avoir et il ne doit y avoir qu'un seul opérateur, une seule chaîne de commandement et un seul dispositif à la fois de formation, de connaissance, de confiance, de réactivité. Et donc, il est clair que pour la deuxième partie, la réponse est non.
d'évaluation et de coordination. Oui, je remercie Monsieur Boer. Et effectivement, là, je ne sais pas si vous avez regardé toutes les auditions, mais cela donne à réfléchir relativement à votre préconisation d'unité dans la chaîne de commandement. C'est tout. C'est un commentaire. Alors, Monsieur Grosdidier. Oui, vous êtes un spécialiste du droit comparé, aussi un observateur des différents dispositifs existants par le monde. Vous l'avez évoqué d'ailleurs, de ce que ça pouvait être dans des démocraties balbutiantes ou dans des régimes autoritaires et instables. Mais y a-t-il des exemples dans les grandes démocraties bien installées et anciennes de dispositifs de sécurité du président complètement dissociés, c'est-à-dire des forces qui normalement relèvent du gouvernement et même pouvant échapper à l'état de droit? Je veux dire, je m'explique. On a eu un exemple d'autonomisation complète de la protection du président à l'égard du ministère de l'Intérieur lors des dérives, dire de ces gendarmes qui à l'époque tarandienne s'autorisaient même des écoutes téléphoniques. Et quand elles étaient commandées, pouvaient invoquer le régime d'immunité du président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Donc, si certes nous respectons tous la séparation des pouvoirs, nous souhaiterions d'ailleurs qu'elle soit respectée à l'égard du Parlement, est-ce qu'au nom du principe démocratique ancien de la séparation des pouvoirs, on peut justifier une séparation au sein de l'exécutif entre la sécurité présidentielle et celle relevant du gouvernement et notamment du ministère de l'Intérieur? D'ailleurs, paraît qu'il y avait un projet d'autonomisation complète de la sécurité élyséenne à l'égard du ministère de l'Intérieur. De la même façon, est-ce qu'on peut contester, fait pour le Parlement qui, dans toutes les démocraties, contrôle les services de sécurité, lui contester le droit de contrôler également la sécurité de la présidente de la République, quoi. Donc, qu'en est-il en droit comparé? Et est-ce que ce serait, s'il était confirmé en France, une singularité française que d'avoir un système de protection lycéen qui échappe au ministère de l'Intérieur et une impossibilité pour le Parlement de contrôler la sécurité de la présidence de la République? Monsieur Boer. Alors, même si la possibilité éventuelle d'une cohabitation s'est beaucoup réduite, d'après les constitutionnalistes, au moment où il y a eu la confusion des deux élections dans un délai rapproché dans le même temps, la dissolution d'une chambre n'est pas impossible, et le fait qu'il y ait un président d'une couleur et un gouvernement ou une majorité parlementaire d'une autre est une possibilité. La question est, est-ce qu'il s'agit dans ce cas précis d'un risque pour que l'autorité présidentielle soit combattue par un ministère de l'Intérieur moins républicain qu'il ne l'a été jusqu'à présent? Je rappelle que lors des périodes de cohabitation, le choix du ministre de l'Intérieur faisait l'objet d'un dosage extraordinairement particulier, nonobstant la réalité du résultat de l'élection législative ou de la majorité des deux chambres. Donc on sent bien qu'il y a là une sensibilité particulière. Alors quand on respecte les statuts du président de la République et du Premier ministre, dont le niveau d'équivalence reste fort, on peut arriver à s'en sortir. S'il y a un conflit majeur, l'idée que la sécurité du chef de l'État, chef des armées, et par ailleurs ayant désormais des pouvoirs relativement élargis, notamment avec la création du Conseil de sécurité intérieure sur proposition du préfet Massoni et sous décision du président Chirac, montre qu'on est quand même dans un espace un peu compliqué. Moi, je suis très partisan du contrôle. Ça me paraît être une nécessité parlementaire, contrôle budgétaire, contrôle effectif. Du point de vue de l'autonomie et de l'indépendance, de la capacité du président de la République, lorsqu'il n'est pas en situation de majorité parlementaire, mais qu'il est toujours le président de la République choisi au suffrage universel, le fait qu'il y ait là un effort de compréhension particulière
me semble raisonnablement compréhensible. Il l'a été jusqu'à présent sans obligation de modifier les textes, mais chacun se rappelle que le GPSR sous Jacques Chirac n'est pas le même que sous François Mitterrand, il n'est pas non plus le même sous Nicolas Sarkozy, et la configuration actuelle montre qu'il n'est pas non plus... voilà. Et donc il y a des modalités, des assouplissements, des complexités qu'il faut prendre en considération. Ce qui m'amène à dire que plutôt que d'attendre le moment de la crise pour gérer ce problème à la française, c'est toujours au moment où, alors qu'on aurait pu le faire bien avant, de manière calme et tranquille, peut-être le moment est effectivement venu de mettre à plat la manière dont fonctionne un service de la sécurité présidentielle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la question se pose aussi d'une manière différente pour le Premier ministre, parce qu'a priori il est le chef de la majorité et on peut considérer qu'il n'aura pas les mêmes relations avec son ministre de l'Intérieur que le président de la République dans le cas d'une cohabitation. Mais en tout état de cause, le fait de remettre à plat des dispositifs qui ont vieilli et qui sont plus tout à fait adaptés aux problématiques, par exemple des drones, aux problématiques de la modification de la troisième dimension de la sécurité, d'un espace qui a beaucoup changé sur le cyber notamment, ça mériterait une remise en plat. Et je pense d'ailleurs que de ce point de vue-là, c'est autant au Parlement qu'à l'exécutif de remettre à plat les dispositifs de sécurité des institutions de la République. Certainement. Madame Mercier, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, je m'adresse au criminologue. Vous avez, comme nous, vu cette photo de Monsieur Benalla avec l'arme au poing. J'aimerais savoir ce que vous inspire cette attitude de quelqu'un qui se dit un professionnel de la sécurité, et est-ce qu'un tel comportement est fréquent? Monsieur Bauer. J'ai rarement vu des selfies de campagne où on essaye d'impressionner la serveuse avec un Glock. Ça, je dois dire que c'est plutôt une nouveauté. Les réseaux sociaux sont passés par là. D'un point de vue professionnel, c'est contraire à l'ensemble des règles de port, d'usage et de maniement des armes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. S'il passait un examen, il aurait 0. Et le 0, de ce point de vue-là, est plutôt une note éliminatoire. Et on peut peut-être ajouter que ce n'est pas légal de porter une arme dans les conditions dans lesquelles il la portait. Alors, à ce moment précis, son autorisation, d'après ce que j'en sais, ne le permettait pas. Donc là, je suis entré sur le domaine purement professionnel, je n'ai pas géré la partie légale. Mais il semble qu'effectivement, l'autorisation dont il disposait à l'époque ne lui permettait pas non seulement de l'exhiber, mais encore moins de la porter. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y en a pas d'autres. Monsieur Bauer, il me reste à vous remercier d'avoir apporté votre éclairage à notre commission. La séance est levée, mes chers collègues.